Bonjour, bonjour. Mon nom est Jean-Paul Cassard et je suis vraiment heureux de participer à cette journée mondiale de la qualité. Mon intervention va porter sur l'évolution du concept de qualité et les compétences qui sont de plus en plus nécessaires pour les responsables qualité dans les entreprises. Depuis la qualité produit jusqu'au management de la qualité, en allant vers la qualité totale, on va voir que ces compétences sont terriblement changé et on va voir comment est-ce qu'on peut donner toutes les possibilités aux responsables qualité d'assumer pleinement leurs fonctions. Je vous remercie. Alors, docteur Jean-Paul Cassard, il est français, il a la nationalité française et canadienne. Il est consultant, formateur en organisation qualité-service, doctorat de l'École centrale de Paris, maîtrise en droit des affaires. Jean-Paul est consultant international en organisation, performance et qualité des entreprises, du tertiaire, c'est-à-dire le service, depuis plus de 40 ans, en France, au Canada, en Belgique, au Maroc, en Italie et en Tunisie. Il a ainsi accompagné un grand nombre d'entreprises, de services dans des missions d'organisation, de performance ou de certification ISO 9001 ou UFQM et est intervenu en tant que responsable d'audit dans plus de 300 entreprises. Dernière phrase, donc titulaire d'un doctorat central de Paris ainsi que d'une maîtrise en droit des affaires. Il intervient également dans plusieurs grandes écoles et universités en tant que professeur et directeur de recherche doctorale en France et au Canada. À vous la parole. Allez. Eh bien, bonjour. Je vais essayer de vous parler de quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important actuellement, parce qu'on parle de concept, on parle de méthodologie, on parle d'évolution de la qualité, mais je pense qu'on a oublié peut-être quelque chose là-dedans, c'est tout simplement l'humain, la personne. Que ce soit un responsable qualité ou une responsable qualité, que ce soit un correspondant qualité, c'est quelqu'un de toute façon qui va avoir pas mal de responsabilités dans l'entreprise, et c'est quelqu'un qui doit entretenir ses compétences, ses responsabilités. Essayons déjà de regarder d'abord c'est quoi l'évolution de la qualité, et là on ne s'est pas concerté avec Christophe, on ne s'est pas concerté avec M. Bessem, on ne s'est pas concerté avant cette conférence, et pourtant on arrive pratiquement à la même conclusion. Il y avait dans un premier temps déjà l'époque de la qualité produit. Lorsqu'on parle de BSI, en 1901, BSI a été créé, ensuite la FNOR en 1926, en 1947 l'ISO a été créé, en 1987 l'UNORPI a été créé. Et ça c'était le contrôle produit, là on parle de contrôle, pour parler de la différence avec le comportement. Ensuite est arrivée l'époque de l'assurance qualité. Entre 87 et l'année 2000. Ensuite, on va parler du management de la qualité. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il en est par la suite? Beaucoup disent, non, c'est pas exactement le management de la qualité, c'est beaucoup plus la qualité du management. C'est vrai, on s'aperçoit que dans beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises qui ont réussi, c'est tout à votre honneur, on parle beaucoup plus de qualité du management que de management de la qualité, parce que les deux sont aussi importants. Qu'en est-il actuellement de ce qu'on est en train de vivre? Eh bien, déjà, on s'aperçoit que entre le moment où il y a eu cet intérêt de beaucoup d'entreprises pour la qualité, ça a été, quel a été le déclencheur? Ça a été la certification. Lorsqu'on est sous-traitant et que votre principal client vous dit si tu veux être fournisseur chez nous, il faut que tu sois certifié, eh bien, ça a été la première motivation d'être certifié. Et puis petit à petit, les entreprises se sont aperçues. Et les responsables d'entreprise, les présidents d'entreprise se sont aperçus que la qualité non seulement pouvait apporter une certification qui pouvait lui apporter de quoi vivre, mais aussi pouvait lui apporter une plus grande rentabilité, une plus grande profitabilité. Je reste très terre à terre, je suis vraiment au ras de la terre. Je dis simplement que ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est quoi? C'est quoi la mission de l'entreprise? C'est sa survie. Il faut que l'entreprise survive. Et pour qu'elle survive,
faut qu'elle gagne de l'argent. La qualité, jusqu'à présent, ne nous cachons pas derrière le petit doigt, ne nous cachons pas derrière des grands mots, des grands concepts. Il faut que ça fasse de l'argent, tout simplement. Tout simplement. Vous connaissez beaucoup d'entreprises qui ne font pas d'argent et qui sont toujours vivantes. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y a eu une évolution du concept de qualité. C'est de plus en plus, on s'est intéressé à l'hygiène, la santé, la sécurité, l'environnement, etc., la responsabilité sociétale des entreprises. Et il y a eu de plus en plus de normes. Le monde, dans son ensemble, est en train de se normaliser. Il y a de plus en plus de normes. On trouve des normes pour tout, n'est-ce pas? Dans l'alimentation, regardons la HACCP, regardons l'agriculture, la chimie, la pharmacie, l'automobile, le bâtiment. En France, par exemple, il s'est passé un phénomène extraordinaire, c'est que toutes les maisons d'enseignement sont en train de se faire certifier selon la norme Calliope. La norme Calliope, c'est quoi? C'est une nouvelle norme, c'est la 9001 appliquée au monde de l'enseignement, mais tout le monde est en train de passer par là. On est en train de normaliser toutes les activités humaines sur Terre. Et il y a de plus en plus d'intérêt pour la gestion des risques, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient sanitaires, qu'ils soient la cybersécurité la sécurité informatique intéresse de plus en plus de monde, n'est-ce pas? Et il y a de plus en plus d'intérêt pour la transversalité, les logiques processus et surtout la lutte contre les silos, c'est-à-dire la lutte contre les directions qui sont complètement étanches, qui ne laissent pas passer l'information. Le rôle du responsable qualité est en train de s'élargir et surtout, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène extrêmement important, c'est qu'il y a de plus en plus de liens entre la qualité et la performance. Et ce qu'on a vu justement au niveau de l'entreprise, messieurs, c'était flagrant là-dedans. On voit que la notion de qualité, les responsables qualité, ce qu'on appelait les responsables qualité à une certaine époque, les correspondants qualité, sont de plus en plus intéressés par la notion de performance. Alors ça peut être une performance financière, bien sûr, mais ça peut être pour un établissement hospitalier la performance des soins, ça peut être la performance des résultats cliniques, ça peut être toutes sortes de performances. Mais la performance devient quelque chose c'est un concept qui commence à remplacer le concept de qualité. Il y a un point commun chez mes clients, où il y a deux mots que j'interdis chez mes clients s'ils veulent de moi comme accompagnateur, c'est le mot qualité et le mot audit. Je ne veux pas ces mots-là, parce que ça fait peur. On va voir. Il y a de plus en plus de connaissances à avoir. Regardez ce que nous disait Héraclite il y a 1652 ans, rien n'est permanent sauf le changement. Et le pauvre responsable qualité, on va là encore l'appeler comme ça, le pauvre. Eh bien, il a eu des méthodologies qui étaient, il y en avait certaines qui étaient bonnes, les lignes, les sigma, les pourquoi égale QCC, qui, quand, comment, les MAC, les CIPOC, les AMDEC, les 5P, etc., etc. Lorsque tu es responsable qualité, tu devais connaître toutes ces méthodologies. Si tu ne connaissais pas ces méthodologies, tu ne pouvais pas t'appeler responsable qualité. Et de plus en plus, il y a des nouvelles méthodologies. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux phénomènes qui se produisent dans les pays. Le premier phénomène, c'est le phénomène de la tertiarisation. C'est quoi la tertiarisation? C'est que plus un pays est industrialisé, entre guillemets, plus un pays, dans son PIB, voit la part des services augmenter par rapport à la part de la production. Les pays les plus riches du monde sont les pays où le service est très important. Deuxième raison à ça, c'est que beaucoup d'entreprises se sont aperçues que ce qui est important dans la fabrication d'un produit ou d'un service, c'est quoi? C'est bien sûr la qualité du produit. C'est par la qualité du produit que tu attires le client. C'est pour ça qu'il va être satisfait. Mais est-ce que la satisfaction est un objectif? Est-ce que c'est un objectif, la satisfaction du client? Alors, dans les livres qu'on ouvre depuis les années 60, effectivement, c'est un objectif. Moi, ça fait des années, ça va faire 43 ans, que je dis à mes clients,
Ce n'est pas un objectif, c'est un moyen de satisfaction. Quel est ton objectif, toi, chef d'entreprise? C'est la fidélisation des clients. Et il ne faut pas confondre fidélisation et satisfaction. À quoi sert un client qui est satisfait et qui va acheter à la concurrence? Il ne sert à rien. Votre objectif, en tant que patron d'entreprise, c'est la fidélisation des clients. La satisfaction n'est qu'un moyen. C'est pour ça qu'en tant qu'auditeur, lorsque je fais des audits, enfin, lorsque ça m'est arrivé, maintenant je suis trop vieux pour faire des audits de certification, que ce soit du 9001, que ce soit de l'FQM, eh bien, ce que je demandais, c'est, lorsqu'on me disait, attends, on a fait des enquêtes de satisfaction, je disais, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est votre taux d'érosion. Je veux connaître votre taux de fidélisation. Montrez-moi ça. Parce que c'est ça qui est important. C'est pour ça que vous vivez. C'est pour avoir des clients. Et c'est pour continuer à les satisfaire. Donc, si je reviens rapidement là-dessus, vous avez de nouvelles méthodologies, le Lean Service, l'Index Service, tout ce qui est contenu dans la notion de servuction. La servuction est au service, ce que la production est au produit. La qualité de service, l'expérience et le parcours client, la mesure des satisfactions, les taux de satisfaction, ça c'est extrêmement important de plus en plus. À quoi ça sert d'acheter un produit et lorsqu'il est défectueux, vous passez 4h30 au téléphone pour essayer d'avoir quelqu'un? Vous y retournez d'acheter le produit? Non, parce que vous êtes insatisfait du service. C'est ça qui est important. Même si le produit vous satisfait, vous n'y allez pas. Ensuite, on s'aperçoit que le responsable qualité, le pauvre, regardez sa tête, il se sent souvent seul. Il se sent souvent seul. Je vois des sourires, vous ressemblez à ça, les responsables qualité? Non, quand même pas. Hein. Il y a insuffisamment d'implication des services. C'est beau parler de la qualité, c'est un bon concept, c'est ça. Le type il va dire, attends, moi je suis évalué, non pas sur mais je suis évalué sur mon taux de production, sur mon taux de déchets. La qualité, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais attends, excuse-moi, mais j'ai un rendez-vous. Voilà. Souvent, il n'a aucun pouvoir hiérarchique. Il est staff, il n'est pas line. Hein? Line, tu as investi d'un pouvoir hiérarchique sur 100 personnes. Staff, tu ne peux que conseiller. Tu ne peux que conseiller. N'est-ce pas? Il doit plus de résultats, plus vite, et souvent avec moins de moyens. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Ensuite, il est généralement loin de la direction, souvent sans réel soutien. Ne parlons pas d'entreprises telles qu'on les a vues. Parlons d'entreprises malheureusement qui existent, n'est-ce pas? Et il est suspecté très très souvent d'être du mauvais côté. C'est-à-dire les opérationnels disent il est du côté de la direction, et la direction, oui mais attends, on ne peut pas lui faire confiance, il est du côté opérationnel. Ça existe malheureusement, il ne faut pas se cacher. N'est-ce pas? Et donc il y a un juste équilibre. Pour me faire plaisir, il y a un juste équilibre. En fait, le responsable qualité, qu'est-ce qu'il doit être? D'abord, il doit être un expert technique. Il doit être un expert technique, on le voit bien, on va revenir là-dessus. Ensuite, il doit être un proposeur. Qu'est-ce que c'est un proposeur? Je m'excuse du mot qui n'existe pas, mais c'est quelqu'un qui est force de proposition. C'est quelqu'un dont le métier, c'est de proposer des améliorations, c'est de convaincre. Il doit vendre des idées. Un responsable technique qui ne vend pas ses idées et qui n'arrive pas à proposer n'est pas un bon responsable. On va revenir là-dessus. Et c'est aussi un animateur. Alors on va commencer, si vous voulez, par l'expert technique. Parce que lorsque vous allez suivre une formation comme responsable qualité, on vous assomme de méthodologie, de statistiques, de variations, process. C'est le responsable technique. Alors regardez comme il est beau. C'est le responsable technique. Alors lui, il maîtrise les normes. Hein. C'est un spécialiste des normes. Il est expert en matière de risque. N'est-ce pas? Il connaît parfaitement les produits et les process de l'entreprise. Ça, vous ne pouvez pas le coller là-dessus, il est bon. N'est-ce pas? Et il trouve des solutions techniques à tout. N'est-ce pas? Quels sont les risques de cette personne? Il est bon, attention, il est très bon, mais quels sont les risques? Il risque de penser qu'il n'y a qu'une seule valeur, c'est la technique. Il risque de négliger les aspects relationnels. Et moi, en interrogeant les chefs d'entreprise que j'ai interrogés, avec mes doctorants, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai demandé,
qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y avait certains responsables justement qui étaient très experts techniques. Ils m'ont dit, il est très bon, mais on ne peut pas lui parler, on ne le comprend pas. Lorsqu'il parle, on ne le comprend pas. Lui, pour lui, il se réfugie dans sa technique, sa seule valeur, c'est la technique. Il délègue pas. Et il se dit, ça ira mieux si je le fais moi-même. Et qu'est-ce qu'il fait, malheureusement? Il fait à la place des utilisateurs au lieu de leur faire de la place. Ça, c'est l'expert technique. Continuons à regarder ce qui se passe actuellement. L'animateur. Alors, lui, il est formidable. Lui, l'animateur, il est magnifique. Il est populaire. Il est populaire. Il soigne les relations avec tous les utilisateurs. Il fait en sorte que tout se passe bien, surtout sans conflit. Attention, le conflit, c'est la pire des choses qui puisse arriver. Il favorise la prise d'initiative. Non, il est bon. Mais attention, il peut risquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut risquer? Il peut risquer de porter toute son attention sur le relationnel, d'oublier ses propres compétences techniques, de ne pas contrôler suffisamment, de sacrifier son autorité pour sa popularité. Et attention, s'il y a une crise de production, une crise d'approvisionnement, etc., s'il y a une crise majeure, il n'a plus l'autorité nécessaire. Donc on s'aperçoit que l'expert technique, il y a des risques, l'animateur, il y a des risques, et le proposeur. Alors le proposeur, lui, il connaît bien la réalité de l'entreprise. Il connaît bien, il décode ce qu'on appelle les signaux faibles venant des clients, des fournisseurs, du marché. Il connaît les problèmes. Il a une vision de l'avenir du produit, des services. Il propose des améliorations constamment. Mais attention, s'il est trop proposeur, qu'est-ce qu'il risque? Il va risquer de gêner beaucoup le monde à vouloir systématiquement tout remettre en question, d'oublier les responsabilités quotidiennes. Alors, on est allé voir une cinquantaine, il y avait un peu plus, il y avait 54 chefs d'entreprise. Toutes les chefs d'entreprise qui avaient, disons, allez, on va dire moins de 60 personnes. C'est de la PME, c'est vraiment de la PME, n'est-ce pas, pour ne pas dire de la TPE, de la toute petite entreprise. Et on est allé leur demander, parce que c'est ça qui fait l'économie aussi d'un pays, c'est la TPE qui fait la force vive. Indépendamment des grandes entreprises, bien sûr, qui font rouler tout ça. Eh bien, on a demandé votre responsable qualité, est-ce que vous en êtes content? Est-ce qu'il est animateur? Est-ce qu'il est technique? Est-ce qu'il est suffisamment proposeur de bonnes solutions? Est-ce que vous êtes pleinement content à 100%? La majorité, pour ne pas dire la totalité des chefs d'entreprise, nous a répondu oui, mais. Ah, déjà, on s'intéresse au mais. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le mais? Dites-nous ce qu'il y a dans le mais. Il dit, en fait, il devrait pouvoir communiquer à tous les niveaux. Il doit pouvoir communiquer avec la direction et l'encadrement, mais aussi avec n'importe quel employé. Il doit aussi communiquer avec l'extérieur. C'est lui qui fait l'interface avec les organismes de certification. C'est lui qui doit parler avec tout ça. Ensuite, par tous les moyens, oralement, par écrit, compte rendu, des rapports. Il doit être pédagogue. Ah, il doit être diplomate. Très important la diplomatie. Il doit pouvoir gérer des projets de changement. Qu'est-ce qu'il doit pouvoir? Plusieurs responsables d'entreprise, il doit se faire accepter. S'il doit faire passer ses idées, d'abord, en premier lieu, c'est lui qui doit se faire accepter. Il doit faire accepter sa propre personne avant de faire accepter ses idées. Mais est-ce que vous êtes content? Ben non, il lui manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors, est-ce que le responsable qualité est prêt? On a posé la question au chef d'entreprise et la réponse, ça a été que parfois il n'est pas prêt, pas toujours, et à faire ce qu'on lui demandait justement de faire. N'est-ce pas? Et alors, on leur a dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait leur donner une compétence suffisante? Non pas de la polycompétence ou de la poly, mais de la plurivalence, de la pluricompétence. Parce que on ne veut pas en faire des omniscients. C'est pas possible qu'ils sachent tout, c'est pas possible. Par contre, qu'ils soient capables
de s'adapter, qui soit capable de s'adapter. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire même de l'évolution de la Terre, ce ne sont pas les plus gros et les plus forts qui ont réussi. Ce sont ceux qui ont réussi leur adaptation le plus facilement. C'est ça qu'on demande aux responsables qualité. Alors, qu'est-ce qu'on leur a demandé? On leur a demandé, bien sûr, ça a été des visites, ça a été des vidéos. Alors, qu'est-ce qui est actuellement satisfaisant? La connaissance des produits, les normes applicables, tout ça. La culture de l'audit interne, c'est bon. Même la culture de l'audit interne constructif, c'est bon. Pour ça, on ne peut rien lui dire, il connaît. Les audits externes, les audits internes, le pilotage des processus, c'est bon, il sait ça. Par contre, il ne sait pas toujours l'enseigner, il ne sait pas toujours montrer aux pilotes de processus comment piloter un processus. Et les méthodologies d'amélioration continue, que ce soit dans le secteur secondaire, l'industrie, que ce soit dans le secteur tertiaire, les services, c'est bon, il connaît tout ça, il n'y a pas de problème. Les applications informatiques d'amélioration de la qualité, il n'y a pas de problème, il connaît tout ça. Mais alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Quelles sont les compétences à acquérir? Eh bien, voilà quelles ont été les réponses des différentes entreprises. C'est une étude qui a été menée à la fois en France et au Canada, n'est-ce pas, comme je vous le disais, sur une petite cinquantaine de chefs d'entreprise sur des PME. Et on s'est dit, bon, tout ça, ils l'ont, plus ou moins, mais il leur manque des compétences transverses. Et les compétences transverses, c'est quoi? D'abord, leur apprendre à ce que c'est que le management visuel, les indicateurs et les tableaux de bord. On s'aperçoit qu'ils nous donnent énormément de données, mais moi ce que je veux, c'est de l'information, pas des données. La différence entre une donnée et une information, c'est qu'une donnée, tu me dis, boss, chef, j'ai fait 10 000 € de chiffre d'affaires de plus ce mois-ci. Je le regarde, je me dis, so what? Et puis après, ça c'est une donnée. Je ne sais pas quoi en faire. Par contre, si tu me dis, moi, mon objectif c'était de faire 8 000 € et j'ai fait 10 000 €, là tu me donnes une information. En d'autres termes, la différence entre données et information, c'est qu'une information me permet à moi, chef d'entreprise, de réagir. N'est-ce pas? Je veux qu'on me fasse réagir. Mon tableau de bord, mes indicateurs, mon management visuel, n'est-ce pas, doit être un instrument de réaction. Voilà ce que je veux. Et ça, il ne sait pas le faire, moi, en responsabilité. Donnez-lui l'information pour qu'il sache faire ça. Voilà. Je veux qu'il sache écrire des rapports. Lorsqu'il m'envoie un rapport quelconque, on dirait qu'il est sur une autre planète. Je ne comprends pas le martien. Il me parle de non-conformité, il me parle de choses. Vraiment, je n'ai pas compris. Dis-moi ce qui se passe. Explique-moi, n'est-ce pas? Comment faire un rapport? Comment faire un rapport? On a fait un essai avec un responsable d'entreprise, avec l'aide et la complicité du responsable qualité. On est allé le voir, je suis allé voir le responsable d'entreprise, le directeur d'entreprise, petite PME. Je lui ai dit, voilà, on n'est pas d'accord avec mon équipe de consultants, et puis on t'a fait 2 rapports, le premier et le deuxième. Dis-moi celui que tu préfères. Ça ne se fait jamais, ça, en conseil, hein, mais on a fait le test. Le premier s'appelait étude exhaustive du magasin d'approvisionnement de la société XXL. Le deuxième, c'était comment gagner 30 000 $ par mois dans le magasin d'approvisionnement. Quelques semaines après, je l'appelle, est-ce que tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas lu. Enfin, on est allé le voir. Alors, il me dit, j'ai lu les 2 rapports. Je préfère le deuxième. Tu peux appliquer le deuxième, oui. Les 2 rapports étaient absolument identiques. Il n'avait pas lu le premier. Il était intéressé par le titre. Lorsque vous lisez un article dans un journal, est-ce qu'il y a écrit étude exhaustive de la fonctionnement? Non, on prend les idées majeures et on la met sur le titre. Ben, c'est la même chose. Comment je dis à mes étudiants, à mes clients, soignez votre table des matières. Le titre, il doit être très attirant. Ensuite, la table des matières qui doit dire tout ce qu'elle doit dire. Ensuite, je veux que mon responsable qualité connaisse les rudiments
la base même de gestion des conflits. Gestion des conflits, il y a forcément, si vous êtes responsable qualité, vous êtes correspondant qualité, il y a forcément des conflits. Forcément. Même des petits conflits, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez été formé à la gestion des conflits? Ce qu'on nous demande aussi, le marketing de la fonction qualité. Est-ce que vous faites du marketing de la fonction qualité? Enfin, si tu veux vendre un produit, tu veux vendre un ordinateur, tu fais du marketing, tu essaies de le vendre, tu essaies de le présenter sous ses meilleurs aspects, n'est-ce pas? Est-ce que tu fais la même chose avec la fonction qualité? Comment est-ce que tu séduis les utilisateurs? C'est pas possible, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais, en tant que responsable qualité, faire et suivre? Tu ne dois pas faire, en principe. Tu dois faire. Donc tu dois séduire, tu dois convaincre l'utilisateur de le faire. Mais où est-ce que tu vas trouver une formation? Tu as des formations, comment déléguer. Tu as des formations, comment fixer des objectifs aux collaborateurs. Il y en a des millions. Mais faire à l'utilisateur alors que tu n'as aucun pouvoir hiérarchique, comment tu contrôles par la suite, ça c'est propre au responsable qualité. Comment animer une réunion? Les directeurs d'entreprise ont dit, moi, en revue de direction, de toute façon, je m'ennuie. Je regarde mon smartphone, je m'ennuie, de toute façon, et j'ai déjà demandé à mon responsable qualité, ça existe, il ne faut pas se cacher, n'est-ce pas, de préparer le compte-rendu avant que la réunion soit faite. Ben, ça existe, il ne faut pas se cacher. On l'a tous vu en tant que consultant, ça existe. Il me dit pourquoi? Parce que c'est mal animé. On ne lui a jamais appris à animer une réunion, à la rendre intéressante. Animer, le sens latin du terme, donner une âme à une réunion. Je ne sais pas. Gérer les projets de changement, c'est aussi important. La gestion du temps et des priorités. Vous avez vu un responsable qualité qui dit il n'y a aucun problème cette semaine, j'ai rien à faire. C'est pas possible. Tous ceux qu'on a rencontrés étaient vraiment débordés. Est-ce qu'on leur a appris à gérer leur temps? Alors vous trouvez toujours des formations sur la gestion du temps. Mais la gestion du temps, lorsqu'on est responsable qualité, ils n'en trouvaient pas de formation. Et le management d'équipe pour les quelques entreprises qu'on a croisées et qui avaient qui avaient des petites équipes, 1, 2, 3. Voilà les 9 besoins qui avaient été exprimés. Ensuite, naturellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté des formations exprès pour les responsables qualité. Et ce qui s'est passé, c'est que les résultats ont été majoritairement appréciés par qui? Décidément, on n'y arrivera pas. Par la direction. La direction et aussi par les responsables qualité. Voilà uniquement ce que je voulais vous dire. La compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert. On passe donc à la discussion. Tout d'abord, Monsieur Jean-Paul, docteur Jean-Paul Cassat, je ne suis pas d'accord avec votre tabouret. Votre tabouret, il a 3 pieds. C'est un peu déséquilibrant. N'est-ce pas? Il vaut mieux avoir 4 pieds. Un tabouret de 4 pieds, c'est plus rassurant. N'est-ce pas? Il faudrait bien avoir un tabouret qui fasse fonctionner ça. Je cherche un responsable qualité. Vous voyez montrez-moi le tabouret. Il n'y a que l'image du tabouret, simplement. D'accord. Voilà. Imaginons l'image du tabouret. Alors, les 3 P, c'est quoi? Répétez. Il y a expert technique, Ouais. animateur et proposeur.
Voilà. Moi, j'aime un tabouret à 4 pieds. Quel pied vous ajoutez? Vous ajouterez quoi? Un autre responsable qualité, s'il vous plaît. Oui. Colonel Carmen, Direction générale de la santé. Donc, comme je suis un technicien, je veux dire que 3 pieds, c'est le minimum suffisant pour former un plan. Donc, le plan l'équilibre. Mais comme 4e pied pour renforcer, doit être un visionnaire. Un visionnaire. Proposeur. C'est bien. Un visionnaire. Hanan, où est-ce qu'elle est? Alors, le 4e pied que tu proposes, c'est quoi? Scientifiquement parlant, un tabouret avec 3 pieds, c'est largement suffisant pour avoir l'équilibre. Après, si on peut parler de PDCA, peut-être, de 4 étapes, le plan de check-up, sinon 3 pieds, c'est suffisant pour avoir l'équilibre. Parce qu'avec 4 pieds, il y a 4 possibilités de tomber, alors qu'avec 3 pieds, il n'y a que 3 possibilités de tomber. Ah non, 3 pieds, c'est bon pour avoir un équilibre, scientifiquement parlant. Puis après, comme vous voulez. Hein. Encore? Madame? Peut-être l'évaluation, l'auto-évaluation. D'accord. Ok. Madame? Moi aussi, je suis tout à fait d'accord. 3 pieds, je pense que c'est entièrement suffisant. Ok. Je retire ma question donc. Allez, merci beaucoup. On l'applaudit. Voilà. Allez-y. Je vous raconte quelque chose de vrai qui s'est passé en Tunisie. Alors, j'ai un ami de la même promotion qui a fait donc un tabouret à 3 pieds. Eh bien, le projet n'a pas duré, il a fait faillite. Vous avez dit qu'il faut 4 pieds pour que ça marche. Moi, je dirais, en fait, le 4e pied, c'est le bien-être de toute l'équipe. Voilà, donc c'est les relations humaines, c'est relationnel, voilà. C'est plus l'animateur. Le relationnel. Oui, parce qu'il y a un peu... Ça va? Ça va. Très bien. Ah, attendez. Je propose comme 4e l'influenceur. L'influenceur. Il faut qu'il soit influenceur pour réussir à être un responsable de qualité. Plutôt dans les ordres. Bon, C'est le rêve. quand même, je voudrais bien intervenir dans ce sujet-là. Cher responsable qualité. Donc, en tant que consultant, ça fait plus que 35 ans que j'assiste les entreprises, je les encadre et tout ça. Mais l'expérience avec les responsables qualité n'était pas fameuse. Les responsables qualité, ils sont seuls, il a dit. Ils se sentent seuls dans l'entreprise, à part quelques entreprises. Et généralement, ils ne sont pas bien respectés. On ne les écoute pas. Ils ne peuvent même pas avoir le temps d'avoir des audiences avec la direction générale. Il ne peut pas passer des messages. Il n'a pas l'autorité. Vous savez, dans l'esprit de l'ISO, on parle de responsabilité et autorité. Il est responsable, c'est-à-dire qu'il a des fonctions et des attributions, mais il a l'autorité, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir. Eh bien, nos responsables qualité, malheureusement, dans la majorité des cas, n'ont pas ce pouvoir pour améliorer, pour faire évoluer les choses. À chaque fois, on leur dit non, ce n'est pas la priorité. Non, on n'a pas l'argent. Non, on n'a pas l'investissement qu'il faut. Et donc, qu'est-ce qui fait actuellement que
Ce qui fait actuellement que les responsables qualité, ils partent d'une entreprise à une autre. Rarement, on trouve des responsables qualité qui passent une dizaine d'années ou une quinzaine d'années dans une entreprise pour faire le responsable qualité. Donc ce sont des gens que je respecte beaucoup, qui font beaucoup de travail en matière surtout de documentation, de contrôle, de suivi, tout ça, mais malheureusement, ils n'ont pas la place privilégiée qu'il faut dans l'entreprise. Bien, on passe à M. Béchir.